Deuxième partie, lire les présocratiques. Platon associe l'harmonique à l'astronomie en évoquant l'harmonie des sphères, un thème développé par les pythagoriciens. On peut déduire des écrits que Pythagore soit né en -606, 18 ans pour les Olympiades où il était athlète. En -606, d'autres, faisant référence au tyran Polycrate, le font naître vers -580. Pythagore aurait constitué un groupe fonctionnant comme une secte. Deux groupes, les mathématiciens, penseurs et dirigeants, et les acousmatiques, qui s'acquittaient des tâches pratiques. Au 5e siècle, les pythagoriciens dirigèrent les affaires de Crotone, puis succombèrent sous une violente insurrection et furent massacrés, exilés et pourchassés, leur lieu de réunion brûlé, Polybe. Manque d'informations sur sa doctrine due à la pratique du secret qui rend impossible de décrire sa pensée. Xénophane. Des fragments peu nombreux nous sont parvenus. Une doctrine originale d'une divinité, dégagée de l'anthropomorphisme, caractérisée par son repos et sa capacité de tout mouvoir par son seul intellect. Une revendication vigoureuse de l'utilité de la sagesse pour la cité à laquelle les plus grands honneurs devraient être rendus. Xénophon a vécu après Thalès. Selon certains, il ne fut le disciple de personne. Diogène Laërce en fait un disciple de Thélogès et le maître de Parménide, en ajoutant qu'il n'aurait pas suivi la doctrine de son maître. Xénophane reste un isolé aux yeux des doxographes. Xénophane s'interroge sur la nature et la divinité, qui est un être et d'une absolue excellence. Les hommes prêtent erronément aux dieux leurs apparences et leurs vices. Sotion d'Alexandrie en fait un ancêtre de Pyrrhon et donc du scepticisme qui s'interroge sur les limites de la connaissance humaine. Xénophane confère aux possesseurs du savoir le rôle de sauvegarder la cité, inspiration d'une pensée de l'harmonie dont a besoin la cité pour sa sauvegarde. Héraclite, philosophe isolé aussi, qui n'a appartenu à aucune école et de n'avoir ni maître ni disciple. Diogène Laërce le dépeint comme un misanthrope qui méprise ses semblables. Il était le plus solitaire des isolés, figure du penseur profond, mais incompréhensible qui ne s'est exprimé qu'au travers de sentences oraculaires, des oracles. Il hérite d'une tradition milésienne, celle de la recherche sur la nature. Il se prononce sur le rôle du feu comme élément constitutif de tout ce qui existe. Sa doctrine du changement perpétuel et de l'harmonie des contraires aura fait la gloire de ses fragments. Héraclite serait né en -520 et mort en -460 avant Jésus-Christ. Membre de l'aristocratie d'Éphèse, Héraclite l'Obscur est un auteur qui requiert une interprétation car il s'exprime par énigme. Héraclite a donné de l'unité des contraires une formule originale où les contraires ne sont pas supprimés dans l'unité qu'ils forment. Toute réalité est un intervalle de changement limité par deux contraires. Des témoignages anciens affirment qu'il existait un livre d'Héraclite sur la nature, ambition proprement poétique de sa part. Il donnait à la langue un rôle majeur. Si les hommes ont échoué à comprendre la nature véritable des choses, c'est d'abord parce qu'ils ne parviennent pas à en parler comme il faut. Héraclite prétend y parvenir en employant une langue poétique. Socrate rappelle dans le Cratyle de Platon qu'Héraclite dit que tout passe et rien ne demeure. Et comparant les choses au courant d'un fleuve, il ajoute qu'on ne saurait entrer deux fois dans le même fleuve. La réalité est elle-même un flux, non plutôt que toutes choses sont en mouvement et en transformation permanente. Rien ne conserve
dans le temps une identité telle que l'on puisse dire « ceci est telle chose ». L'harmonie des contraires, harmonie qui suppose que chaque chose est constituée d'un ensemble de contraires. Le conflit n'excluant en rien l'unité et l'ordre, une même réalité peut être considérée différemment selon qui la perçoit et selon ce avec quoi elle entre en rapport, relativisme. Nous comprenons mal ce que nous percevons. L'harmonie qui est inapparente l'emporte sur celle qui est apparente. Le réel se dérobe à la connaissance humaine. Réflexion sur la condition de possibilité de cette connaissance. À la différence d'un Parménide qui prononce l'impossibilité de connaître les phénomènes toujours changeants, Héraclite ne dit pas que les hommes échouent à comprendre toutes choses, et en premier lieu eux-mêmes, faute de pouvoir saisir la raison du tout. Il dit que les hommes ne font pas un usage convenable de la raison. Héraclite réserve le nom de logos au raisonnement qui est toujours vrai. Parménide rencontra à 65 ans Socrate tout jeune dans le Parménide de Platon, rencontre fictive. La philosophie de Parménide se trouve dans le préambule d'une œuvre poétique de jeunesse, Discours sur la vérité, que Platon détaille dans le Sophiste. L'enseignement de la vérité et les opinions des mortels. Vers de Parménide sur la distinction d'une connaissance adaptée à une réalité intelligible et d'une opinion dont la perception serait aléatoire. Les deux voies de recherche. La première est chemin de persuasion, la seconde une voie sans issue. Le non-être. Tu ne saurais ni le connaître, ni le faire comprendre. L'être n'est pas divisible. La première voie est, et la seconde n'est pas. Les deux voies sont incompatibles. Si l'on adopte la première voie, on doit refuser la seconde. L'opposition de l'être et du non-être est une opposition de l'être et du néant. L'être qui se révèle inengendré et impérissable. La nécessité porte sur la première voie et sur l'être. L'interdiction porte sur la seconde voie et sur le non-être. Le non-être a pour synonyme le rien, le néant. La vérité s'oppose à l'absence de vérité, qui caractérise les opinions des mortels. Anaxagore aurait eu une influence formatrice sur Périclès, hypothèse d'une causalité de l'intellect pour l'ordre des choses. L'intellect d'Anaxagore ne poursuit aucune fin comme le ferait une providence. Il distribue plutôt les choses de telle sorte qu'elles respectent une proportion globale dans l'ensemble de leur mouvement. Athènes, à la tête de l'empire maritime, après les victoires contre les Perses à Marathon en -490 et Salamine en -480. C'est le temps de Périclès, où Socrate faisait ses premières armes spéculatives, et le temps de l'épanouissement philosophique à Athènes. Pour le Socrate des dialogues, une intelligence s'exerce en mettant en ordre ce qui signifie déterminer la meilleure place pour chaque chose. Connaître le meilleur de chaque chose consiste à connaître des causes de chaque chose. Philosophie qui comprend la nature de chaque chose, principe de la physique d'Anaxagore. Toutes choses étaient ensemble, infinies en quantité et en petitesse. L'univers actuel est né de la séparation de ce mélange primordial, indistinct après un temps infini d'immobilité. Le nous a initié un tourbillon dont la force, la vitesse et l'étendue s'accroissent toujours plus. La matière est infiniment complexe. En toute chose se trouve une part de toute chose. Tout est en tout. La connaissance humaine est fatalement limitée, car tributaire de la sensation et du langage. Le nous est infini. Le nous connaît éternellement toute chose. Son pouvoir est celui d'un premier moteur qu'il doit actualiser. Le nous dirige toutes les choses qui ont une âme. Le nous est une causalité spirituelle qui s'inscrit dans la lignée de la nécessité d'Anaximandre qui maintient l'ordre cosmique.
Empédocle d'Agrigente suscite la fascination sur sa terre natale, la Sicile, entre -492 et -432 avant Jésus-Christ. Il décrit la merveilleuse diversité du réel. Sa démarche consiste à décomposer le visible jusqu'à trouver des liaisons et des distinctions. Le changement tel qu'il nous apparaît est réductible à des mouvements. Les propriétés et les interactions des 4 éléments suffisent à expliquer la totalité des événements et des choses de l'univers. Premier physicien à donner un statut principiel aux 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. Les éléments sont chacun définis par un bouquet inhérent de propriétés et de puissance. Leur nature est immuable, inaltérable, indestructible et inengendrée. Les changements observables ne sont que des effets de surface. En vérité, rien ne naît ni ne meurt. Chaque élément est caractérisé par un ensemble de propriétés permettant de les identifier, flux et reflux des forces d'abstraction, d'attraction contraire, cycle éternel des métamorphoses. Tout phénomène est en fait dû à des déplacements d'éléments qui demeurent inchangés. Tant que l'amitié résiste à la puissance toujours croissante de la discorde, ce monde existe, mais voué à la destruction. Toute rencontre ne donne pas lieu à l'harmonisation mutuelle. Ainsi l'eau épouse le vin, mais ne peut pas avec l'huile. Empédocle concevait le mélange comme une imbrication, encastrement parfaitement ajusté. La discorde ne peut aucunement détruire l'amitié, alternance des phases d'intensification de l'exercice de leur puissance. La connaissance du jeu complexe de ces interactions a pour Empédocle une finalité contemplative et pratique. Comprendre ces forces rend possible leur maîtrise et leur utilisation. Les sophistes sont dénoncés comme des pseudo-philosophes, imposture redoutable pour Platon et Aristote, car les sophistes se font passer pour des philosophes et des pédagogues. Protagoras, Xéniade, Gorgias, Antiphon, Thrasymachus, Chrysias ou Hippias désignent un trait de caractère éthique, celui qui fait un usage de son savoir. Un futé qui peut faire de son savoir un mauvais usage. Le sophiste est un homme qui fait un usage public de son savoir, rémunéré et dont son usage peut être abusif. Critique de Platon et refus de la sophistique, geste fondamental de la philosophie qui condamne leur procédé. En philosophie, il faut se distinguer des sophistes. Le mouvement sophistique développe de l'éloquence et fait la démonstration de l'utilité de la rhétorique. Protagoras fut le premier à se présenter comme un sophiste. Platon dépeint Protagoras comme un relativiste absolu. Protagoras, -490, -420. Il a mené une réflexion suivie sur le langage et ses pouvoirs. Conception de l'homme comme être de parole et de jugement. La thèse de l'homme mesure a fait la gloire de Protagoras. Il signifie que les individus ne perçoivent pas la réalité d'une seule et même manière, du fait de la particularité de leurs sensations. La réalité, dans son universelle unité, n'est donc pas accessible. Gorgias, -483, -376, vécut 108 ans et s'est fait connaître comme orateur d'exception. Il donnait un enseignement rémunéré et prononçait des discours démonstratifs, occasion de montrer son talent de rhéteur. Il a mené une réflexion sur le langage et le discours, célébrant toute puissance de la rhétorique. Il incarne, aux yeux de Platon, la défense la plus vigoureuse de l'apparence ou de l'illusion, en lieu et place de la vérité, dans le Phèdre. Le discours est bien l'expression d'une certaine réalité, mais il reste indissociable du sujet de la sensation. Par le discours, on peut affecter le rapport que chacun entretient aux choses qui l'entourent. Le langage n'est pas ce qui dit l'être des choses, leur nature, mais le moyen grâce auquel on peut avoir prise sur ces choses.
persuadant un interlocuteur de les percevoir de telle ou telle manière. Le sophiste peut ainsi fonder la politique sur la rhétorique. Antiphon, moins 480, moins 411, auteur prolifique qui s'engagea politiquement, adversaire des démocrates. Il fut l'instigateur du coup d'État à l'issue duquel les 400 prirent le pouvoir en moins 411. Lorsque la démocratie fut restaurée, Antiphon fut exécuté. Le talent d'Antiphon était employé dans les tribunaux ou dans les attaques publiques. Dans son traité sur la vérité, il se saisit de la question de la vérité et du rapport entre le réel et la connaissance que nous en avons et la manière dont nous en parlons. Sa thèse: pour connaître les choses, il faut passer outre la manière dont elles nous apparaissent et la manière dont nous les percevons. Il faut apprendre à découvrir la vérité des lois de la nature. Il y a bien une nature des choses accessible, mais le langage a le pouvoir de dissimuler le réel. C'est de ce pouvoir qu'il faut se prémunir. Démocrite fut avec Leucippe l'un des fondateurs de l'atomisme. Il a vécu plus de 100 ans au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Démocrite s'intéressa à pratiquement tous les domaines de pensée. Aristote tenait l'atomisme pour un sérieux défi auquel sa propre doctrine devait se mesurer. Les thèses furent acceptées par Épicure, non sans subir des modifications. Les atomistes cherchaient à réconcilier les faits observables de la multiplicité du mouvement et du changement. Pour les atomistes, les entités élémentaires sont des entités physiques individuelles et les processus les affectant consistaient dans la formation d'agrégats de ces mêmes entités élémentaires. Ces entités fondamentales ne sont pas observables. Tous les corps sont des agrégats de ces entités de base qui sont trop petites pour être observées. Ces corpuscules de base sont indivisibles physiquement, atomes signifiant insécables. Dans l'espace vide, les atomes se meuvent d'un mouvement éternel, une série infinie d'interactions. L'univers n'obéit à aucun but. Il est mécaniste et déterministe. Chaque événement a une cause et les causes entraînent nécessairement des effets. Tout ce qui arrive en ce monde est le résultat d'une interaction entre les atomes, ni commencement ni fin. Fragment de Leucippe: rien n'arrive au hasard, mais toute chose provient de la raison et de la nécessité. Tout ce qui arrive doit arriver et ne peut pas ne pas arriver. Pour les atomistes, tout arrive par nécessité. La nature du monde physique ne nous est pas accessible par l'intermédiaire des sens, mais nous est révélée par une théorie qui explique ces données. Les pythagoriciens, Pythagore et son école avaient pour particularité la pratique du secret sur le mode de transmission de l'information et sur le mode de sa formulation, choix de l'oralité sur l'écriture et de surcroît de la formulation de manière symbolique. La philosophie pythagoricienne était constituée de maximes orales, dépourvues de démonstrations et d'arguments. Le travail monumental de Zeller, qui reconstitue à partir d'Aristote une théorie astronomique et mathématique, c'est en s'inspirant de Zeller que Diels constitua le recueil des fragments et témoignages sur les pythagoriciens. L'activité scientifique constituait pour le pythagorisme le plus haut niveau de purification qui assurait le salut de l'âme. Dans la physique d'Aristote, la doctrine des pythagoriciens sur l'illimité est comparée à celle des platoniciens. Jamblique, à la fin de sa vie de Pythagore, reporte un catalogue de 235 noms de présumés philosophes pythagoriciens. Ce catalogue vient d'Aristoxène, travaillant à partir d'un matériel péripatéticien, caractère sectaire des pythagoriciens. La philosophie de Pythagore est faite dépendre de son initiation au mystère d'Orphée, qui est le fils de Mnémosyne, une muse vivant dans l'entourage de Zeus. Doctrine qui a une valeur
religieuse. Pythagore est un passeur entre la parole des dieux et la philosophie platonicienne. Fin de la deuxième partie. Merci.